puis la relation au corps et à la spiritualité. Tu as déjà évoqué à plusieurs reprises ce terme de spiritualité, tout à fait intéressant. J'ai un jour demandé à Léonore Fini si quand elle commençait un tableau, elle était sûre du résultat final, et elle m'avait répondu non, le tableau évolue par lui-même, et je ne sais jamais à quel résultat je vais aboutir finalement. Oui. Est-ce que pour toi, lorsque tu commences par exemple un grand plexiglas, oui. Est-ce que tu as une idée précise du résultat, ou est-ce que là aussi les choses peuvent évoluer? Ah bien sûr, au contraire, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, puisque je travaille à l'envers, oui. Et que le plexiglas est masqué d'un film opaque. Donc je ne peux pas voir ce qui se passe. Je le vois reverse, à l'envers, comme on dit. Oui. Et donc, avant de mettre la touche finale au pinceau, j'ai absolument aucune idée, mais même quand je la mets, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc je le découvre quand finalement je les prends en photo, quand les plexiglas sont finis. Et c'est très très important pour moi, parce que souvent, la pensée oriente l'idée de l'artiste vers quelque chose, une espèce de pensée de chef-d'œuvre, entre guillemets. Oui. Et c'est pas ça du tout qu'il faut trouver. Il faut trouver la liberté. Et justement, la liberté totale, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait et d'être dans le flux de l'inconscient, si tu veux. Mon inconscient et l'inconscient collectif. Et c'est ce qui permet ça, cette grande liberté, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait. Oui. Voilà. Alors, à regarder tes œuvres, on sent une réelle proximité avec la nature, prise un peu comme une terre-mère, d'une certaine manière, une terre-mère, terre nourricière, une source d'énergie, avec laquelle tu te sens en communion, tout à fait clairement. Et est-ce que finalement, ça n'explique pas pourquoi l'art occidental, qui est issu de sociétés qui vont beaucoup plus chercher à dominer la nature, hein, et ça, la référence, elle est biblique, elle est dans la Genèse. Est-ce que tu ne penses pas que tes influences qui viennent de cultures plutôt animistes ou panthéistes, oui. Ça s'explique là, parce que là on respecte la nature, on vit en harmonie avec la nature dans ces cultures. Oui, tout à fait, exactement, oui, oui. À part chez j'allais dire des amis, mais des peintres comme Bruegel ou Bosch, oui. Hein, qui peint ces délires hystérico-érotico-cosmiques. Bon, oui, là on est dans la folie, entre guillemets, comme dans la magie, entre guillemets. Voilà, oui, c'est des artistes que je respecte énormément. Vermeer, je dois dire que j'ai beaucoup d'affinité, enfin d'affinité. Je trouve qu'il se dégage des tableaux de Vermeer une dimension spirituelle très importante, comme un recueillement intérieur, ou certains portraits de Rembrandt, comme ça. Je ne dénigre pas toute la pensée occidentale. Il y a des gens qui ont su trouver la dimension intérieure des choses qui m'impressionnent beaucoup. Oui, c'est vrai, quand tu cites Bruegel et Bosch, ça me parle aussi beaucoup. Voilà. Je ressens moins chez Vermeer cette dimension de spiritualité, mais je me trompe peut-être. J'aime beaucoup Vermeer, pareil. Ce qui m'a toujours surpris chez Vermeer, c'est la taille très réduite de ses tableaux. Alors que chez Bosch, on a au contraire, ou chez Bruegel, on a affaire souvent à d'assez grands formats. Mais là, oui, la relation avec la nature, chez les réalistes flamands, c'est quand même très important. Oui. Alors, tes œuvres occupent donc le format carré, c'est ta forme de base, c'est un choix, mais elles sont très remplies, elles laissent peu d'espace au vide. Par rapport, par exemple, enfin, je fais référence là au carré blanc sur fond blanc de Malevich. Qu'est-ce qui explique cette nécessité de remplir l'espace? Mais j'ai comme grand maître la nature. La nature ne laisse jamais de vide. Bien que philosophiquement parlant, je suis intéressé par le vide des bouddhistes, qui avaient 18 ou 19 formes de vide. Mais moi j'aime remplir les choses, j'aime le foisonnement des choses. Et dans la nature, oui, t'as aucun... Dès qu'il y a un espace, il y a un arbre qui s'y met, une herbe, une fleur, tout est en compétition comme ça pour éclater au monde. C'est un jaillissement au monde, quelque part. Oui, je veux que ma peinture soit un jaillissement au monde. Oui, c'est une belle formule, un jaillissement. Oui, voilà, oui, bon, c'est ça. Oui. Alors, dans les entretiens que tu enregistres, comme le nôtre, qui sont disponibles
disponible sur ton site, tu insistes beaucoup sur cet aspect de la spiritualité. Et en fait, pour faire un parallèle, les religions, par exemple, ça c'est un avis qui m'est très personnel, mais les religions sont pour moi le dernier endroit où on peut trouver la spiritualité, parce que je trouve que les religions s'appuient d'abord sur le pouvoir, à travers les injonctions ou les interdits imposés aux fidèles, et puis sur l'argent, parce qu'on le voit, bon, chaque année, ou en tout cas périodiquement, il y a des scandales financiers au Vatican, sans compter les télévangélistes américains ou certains imams qui construisent des fortunes colossales aux dépens de leurs fidèles. Donc finalement, je ne trouve pas que dans les religions on trouve une spiritualité, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est dans l'art qu'on peut trouver la spiritualité? C'est une grande question. La réponse est sans doute oui, puisque depuis la nuit des temps, nous, artistes, avons parlé de ce rapport au monde, oui, au-delà justement au-delà des structures sociales et religieuses. Mais au départ, les religions parlent d'un bon sentiment. C'est toujours pareil, ça a dérapé. Ça a dérapé. Oui. Quand tu vois les films de Pasolini, j'ai encore vu Théorème l'autre jour, et son questionnement était où trouver la spiritualité. Et la seule, dans Théorème, la seule personne qui trouve la spiritualité, c'est la bonne, qui est issue d'un milieu paysan, et qui à la fin monte sur son toit et qui accède à Dieu. Et tous les autres, la bourgeoisie, entre guillemets, romaine, ne peut plus accéder à la spiritualité. On le sent aujourd'hui, les gens ne peuvent plus accéder à la spiritualité, même au travers des religions. Donc c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est définitivement perdu, oui ou non? Donc peut-être que les artistes peuvent accéder à cette infime parcelle de nous-mêmes qui nous relie au monde, au cosmos. Peut-être, c'est un challenge. Oui. Oui, alors tu dis justement que la spiritualité disparaît, qu'elle a même disparu dans l'art. Et alors, je pense toujours à ce discours de réception à l'Académie des Beaux-Arts de Jean Carzot, où il accusait Cézanne et Picasso d'avoir plus ou moins détruit la peinture, d'avoir été les fossoyeurs de l'art. Pourtant, Marcel Duchamp me semble beaucoup plus à travers son ready-made ou à travers son relativisme interprétatif, hein, sur lequel toutes les interprétations se valent, il me semble avoir été beaucoup plus radical. À quelle période dans l'histoire de l'art peux-tu situer la disparition de la spiritualité dans l'art occidental? Oui, on peut dire ça entre guillemets. Pour moi, c'est la Renaissance, sans aucun doute. La Renaissance? Ouais. Parce que la pensée humaine a pensé que l'homme, avant c'était l'homme était au centre du monde. Et dès l'instant où l'homme est au centre du monde, tout est possible. Hein. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Et c'est toujours des portraits, c'est ce personnage qui est important, c'est cette femme qui est importante. C'est-à-dire qu'on a quitté ce monde global pour entrer dans un monde individuel. Et c'est ce que je sens très fortement. Par exemple, chez les primitifs italiens comme Giotto ou d'autres, on sent cette dimension spirituelle. Oui. On le sent dans les couleurs, dans la pureté des couleurs. C'est un peu comme les fresques égyptiennes. Les bleus sont magnifiques, les ocres sont magnifiques. Il y a cette pureté. Et cette pureté a un peu disparu, peut-être avec l'invention de l'huile, qui sait? Parce que la fresque est beaucoup plus... c'est comme... là, je vais faire des digressions, mais c'est comme ma peinture, c'est pas de l'huile, c'est l'acrylique. La couleur est très dense aussi avec le plexiglas. Et par exemple, je voulais citer Matisse. Pour moi, les travaux les plus importants de Matisse, c'est à la fin de sa vie avec ses papiers découpés. Parce que ce sont ses assistantes qui peignaient ces papiers, puis il les découpait. Et c'est la simplicité, c'est-à-dire qu'il il découpait la forme. Et il faut trouver la simplicité dans l'art. Oui. Et avec la simplicité, je pense qu'on peut retrouver une certaine spiritualité. Alors, quand on regarde tes œuvres, on est frappé par la répétition de certains motifs, comme par exemple l'oiseau ou la fleur de lotus, ou ici on le voit des formes de frises, qui couvrent parfois l'ensemble de l'œuvre. Est-ce que cette répétition, ça n'est pas une manière d'inciter le regardeur à la spiritualité, un peu comme les derviches tourneurs vont tourner de manière très répétitive, ou les hindouistes ou les bouddhistes
bouddhistes vont répéter des mantras de manière jusqu'à l'épuisement, pratiquement. Oui, c'est le même système, exactement. Oui, tu as très bien compris ce que je veux faire. Oui, c'est exactement ça. Oui. Dans la répétition, on peut changer les ondes du cerveau pour accéder à un autre stade. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est pratiquement une approche hypnotique, d'une certaine manière. Si l'hypnose permet d'accéder à la transe, oui. Oui, d'accord. Voilà, oui, c'est un chemin, oui, 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 voilà. Oui, oui. Alors, dans tes œuvres, ces sérigraphies, tu vas superposer des strates successives, à tel point qu'on, par référence à Jackson Pollock, je trouve qu'on pourrait appeler ça un dripping vertical. Bon. Ces motifs expriment à la fois, et souvent dans la même œuvre, une spiritualité et un érotisme, parfois très cru d'ailleurs. Dans nos cultures occidentales, hein, qu'on le veuille ou non, influencées par le platonicisme et par le christianisme, où le corps et l'esprit sont parfaitement séparés, l'un étant supposé élevé, l'autre étant supposé méprisable, il se forme un hiatus entre la superposition des deux, ou en tout cas le fait de mettre les deux sur le même plan. Comment es-tu parvenu à établir cette synthèse alors que tu es issu de cultures occidentales? Tout à fait, oui. Ben, c'est la leçon de Pollock. C'est-à-dire qu'il était au milieu de sa peinture en jetant de la peinture sur le sol. Oui. Et lui, il avait appris ça des Navarros. C'est ce que les Navarros font. Les sand paintings, les dessins sur le sable, ils mettaient les 4 directions et puis ce rapport au cosmos, ce rapport aux couleurs. C'est vraiment... parce que on peut parler de verticalité, mais je travaille toujours à plat. Donc je travaille sur la terre quelque part. Voilà, oui, je travaille sur la terre. Oui, oui, finalement tu travailles à plat comme Soulages travaille à plat. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. C'est mon corps qui se déplace oui, dans la peinture. Oui, parce que c'est tout de même assez physique, enfin, notamment lorsque tu utilises la presse. Oui, 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 c'est très physique. Oui, oui, oui. Parfois fastidieux. Bon, toutes les étapes de la sérigraphie sont intéressantes. Mais c'est vrai que nettoyer les écrans Karcher, bon, des fois je pourrais m'en passer, mais c'est bien. Toutes les étapes sont intéressantes, même de travailler sur ordinateur pour faire les dessins, les images, tout est intéressant. Alors, l'érotisme, puisqu'on le voit dans un certain nombre de tes œuvres, l'art érotique dans nos sociétés qui sont supposées libres, mais où finalement on s'aperçoit qu'on est confronté à beaucoup de tabous, surtout depuis une époque relativement récente, entre les pressions religieuses ou bien pensantes, et puis maintenant même le féminisme de tendance anti-sexe, les héritières d'Andrea Dworkin et de Katharine McKinnon. Cet art érotique, il semble de plus en plus peiner à trouver sa place, et dans les galeries, et dans les expositions, et même jusque chez les collectionneurs. Tes œuvres sont empreintes d'érotisme. Quelle est la réception qu'elles ont aux yeux du public, de la presse, voire des collectionneurs ou du monde de l'art quand tu les exposes? Ça, c'est une très bonne question, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La presse, en général, ça se passe très bien, parce qu'ils aiment parler de mon travail, sauf à quelques rares exceptions. Mais le public et les collectionneurs, les gens n'achètent pas parce que qui est-ce qui achète de l'art en France, entre guillemets, la bourgeoisie. Et ils ne peuvent pas mettre ça chez eux. Ils ne peuvent pas. J'ai des amis médecins, oh, j'ai discuté avec des amis, ils ne peuvent pas mettre ça chez eux. Ils ne peuvent pas, c'est une barrière. Et donc, ça devient très compliqué. Et j'ai eu un dîner hier avec ma galerie de Zurich qui est venue chercher des œuvres pour ma prochaine expo à Lugano, à Woopart, une foire d'art contemporain sur papier. Et elle me dit, Jean-Pierre, mais t'es en réalité, on ne peut pas vendre tes œuvres. Elle est désespérée. Parce que justement, ça parle de cette énergie vitale. Bon, on parle de sexualité, mais c'est une énergie vitale qui concerne tout le monde. Et justement, les gens sont complètement dissociés de leur corps, complètement. Et il faut que je trouve des gens un peu illuminés, entre guillemets, oui. Qui pourraient aimer mon travail, comme le docteur Cachet, Van Gogh. Enfin, voilà. Je trouve quelques gens comme ça. J'avais trouvé quelques personnes comme ça à New York et à Montréal. Malheureusement, en France, j'ai beaucoup de mal à trouver. C'est comme ça. J'ai vu par exemple que tu exposes en Chine, oui. mais la relation des Chinois à
l'antisémitisme est tout de même très ambigu. Je me souviens par exemple que la traduction chinoise de mon essai sur l'origine du monde, voilà, oui. eh bien, l'éditeur, pour que ça puisse être publié, a supprimé toutes les reproductions de l'origine du monde dans le livre, y compris dans les cahiers d'illustration, ce qui fait qu'on a un livre qui parle d'un tableau, mais on ne voit jamais le tableau. Comment les Chinois réagissent-ils lorsqu'ils voient tes œuvres? Ben écoute, pour te dire la vérité, j'en sais rien, parce que les gens qui m'exposent là-bas, mon ami Wen, communiquent assez peu là-dessus. Bon, c'est vrai que j'ai une grosse exposition dans un musée à Shenyang, en Chine, jusqu'au 15 septembre, et j'ai pas beaucoup de réactions, je ne sais pas. Oui. Se présenter là-bas, on verra. Peut-être qu'ils vont aller brûler le musée ou le fermer, je ne sais pas, enfin je suis pas là-bas, ils vont pas m'assassiner. J'imagine bien. Mais je peux pas dire que je fasse ça Pasolini disait qu'il était un provocateur. Moi, je pense pas être provocateur. Je peins ce que j'ai envie de peindre. Quelque part, je suis comme les fous, les aliénés. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et après, vous le recevez ou vous le recevez pas. C'est ça. Je peux pas m'occuper du public parce que ce serait mentir à moi-même. Alors, Théophile Gautier, dans sa préface de Mademoiselle de Maupin, on est dans les années 1830, hein, c'est vraiment très très tôt, avait posé le principe de l'autonomisation de l'art, c'est-à-dire d'un art qui finalement ne devrait se soumettre à aucun jugement, sinon le jugement esthétique bien sûr, mais sûrement pas se soumettre à la morale au sens de la moraline de Nietzsche. Et Baudelaire avait la même idée, puisque il écrit à son avocat au moment du procès des Fleurs du Mal qu'il y a deux morales, une pour les poètes ou les génies et une pour les polissons. Bon, l'expression est assez amusante, mais comment ressens-tu aujourd'hui les attaques qui sont portées contre la liberté de création, notamment au sujet de l'art érotique, au nom de la bien-pensance contemporaine? Je pense que oui, on a été beaucoup plus libre dans les années 60, 70, hein, oui. Au niveau de l'art. Ça se referme, malheureusement. Mais il y a aussi des artistes qui jouent la provocation. Donc bon, certains artistes s'en sortent bien en jouant la provocation, hein, bien sûr. Comme Banksy avec sa toile qui s'autodétruit à 2 millions de dollars ou de livres. Bon, il joue la provocation. Et donc ça sert un certain nombre d'artistes. Moi, ça me dessert parce que j'ai beaucoup de mal à présenter mon travail, bien sûr. J'ai plusieurs expositions qui ont été annulées à cause du contenu érotique. Bon, je peux exposer, mais quand bien même, chaque fois que je fais une expo, je dis tiens, quand même, je vais pouvoir vendre une ou deux œuvres, et chaque fois c'est zéro. Donc on rentre à la maison, on dit est-ce que ça vaut la peine de continuer? Oui. C'est vrai, il faut une sacrée force de résilience. Il ne faut pas croire en soi, mais il faut avoir envie de vivre. Il faut avoir une envie de vivre incroyable pour être artiste dans une société aussi méprisante par rapport à la création. Je trouve que la société contemporaine européenne, mais certains pays ont une attitude différente. Moi, je pense que la France, c'est terrible. Et quels sont les pays qui seraient plus ouverts selon toi? Je citerai par exemple la Suisse, parce qu'ils ont des aides avec les artistes. Je me rappelle toujours, pour citer ce que je connais, à Montréal, mes amis artistes, il y avait des bourses pour les artistes qui étaient entre 10 000, à l'époque, entre 10 000 et 30 000 dollars par an. Oui. Donc, ils sont considérés comme artistes, ils font un travail, ils présentent leur travail, la commission dit bon, faites un bon travail, un excellent travail, vous travaillez internationalement, on file 30 000 euros par an, parce qu'on sait que très peu d'artistes vendent. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Donc, une fois, j'avais appelé une amie, Anita, à Montréal, je dis je m'en sors pas, je vends rien. Oh, mais il n'y a pas de bourse en France. Je dis non, il n'y a pas de bourse. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais c'est pareil pour les paysans. Tu imagines que dans ce pays, un paysan se suicide tous les 2 jours. Oui. Et les écrivains, pareil, tu les entends parler, ils ne peuvent plus vivre de leur art. Bon, est-ce que ça n'a jamais existé? À un moment donné, peut-être les artistes ont pu, je ne sais pas. Mais c'est une question vraiment fondamentale. Il faudrait y réfléchir. Je ne pense pas que le politique puisse y faire grand-chose. C'est surtout une conscience personnelle. Moi, j'ai souvent des dîners avec des amis qui sont médecins. Ils vont aller faire du ski, ils vont dépenser 10 000 euros pour aller skier au pôle Nord. Et ça ne leur viendrait pas l'idée de m'acheter une petite œuvre à 500 euros. Et donc là, on est quand même moi je me sens, comme disait Artaud, on est sorti de la vie parce qu'on ne fait plus partie de la société. On se retrouve au temps de Van Gogh et de Cézanne. J'ai vu le film sur Cézanne l'autre jour avec Guillaume Canet et Gallienne.
Et la vie de merde qu'ils ont eue, ces grands artistes, c'est triste. Oui, et ça se perpétue aujourd'hui, ou ça renaît aujourd'hui. Ça renaît un peu aujourd'hui. Je pense que dans les années 60-70, les artistes ont pu faire un peu plus d'argent, et puis les bourgeois, entre guillemets, achetaient, ils allaient chez les ateliers d'artistes. On était intégrés, mais là, on est totalement mis à part, hein, on est pestiférés.